Bonjour à tous. Donc moi je suis Gwendal Legrand, je travaille à la CNIL, je me suis occupé pendant longtemps de toutes les questions d'innovation. Je vais vous faire un petit panorama de ce qu'on fait à la CNIL, de comment le cadre juridique nous a transformés, nous, en interne, et ce qu'on fait en matière d'innovation, aussi bien en interne que vis-à-vis des entreprises et des organisations qu'on est amené à réguler. Alors à la CNIL, on a... Si vous allez sur notre site, c'est présenté. On a 4 missions. Je vais le faire très vite. C'est informer le grand public, accompagner les entreprises, les contrôler, les sanctionner, puisqu'on est un régulateur avec des pouvoirs de sanction. On s'assure que les gens respectent correctement le cadre juridique et quand ce n'est pas le cas, on a possibilité de les sanctionner avec des amendes administratives. Et puis on essaye d'innover, de comprendre les sujets qui vont se poser à nous dans les années qui viennent en tant que régulateur. Et on essaie de se transformer aussi avec le cadre juridique qui a été renouvelé largement l'année dernière. Donc j'en dirai quelques mots un petit peu plus loin. Ce cadre juridique, c'est quoi? C'est le règlement général sur la protection des données qui a été modifié en 2018. Il est entré en application en mai 2018. Et en France, c'est la loi informatique et liberté qui vient compléter ce RGPD. Et nous, on régule en fait tout ce qui est une donnée à caractère personnel. Alors je vais faire un tout petit peu de juridique. Dans le texte, la donnée à caractère personnel, c'est toute information qui concerne une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement. Autrement dit, ce n'est pas uniquement votre nom et votre prénom, c'est tout ce que vous trouvez dans les bases de données aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, tous les identifiants qui se rapportent à une personne particulière. Donc tous, autant que vous êtes ici, dans vos systèmes d'information, vous traitez énormément de données à caractère personnel. Et puisque c'est le cas, vous avez des obligations en tant que ce qu'on appelle responsable de traitement. Donc vous devez sécuriser correctement les données, vous devez informer les personnes, vous devez leur permettre d'exercer leurs droits et ainsi de suite. Puis du côté des citoyens, les personnes ont un certain nombre de droits. Droit d'accès, de rectification, de suppression, droit à la portabilité, etc. Donc c'est ça le cadre du règlement général sur la protection des données et de la loi informatique et liberté. Et la CNIL, c'est l'autorité administrative indépendante qui est en place depuis 1978 et qui est là pour faire appliquer ce cadre juridique. Et on est un régulateur qui marche sur deux jambes aujourd'hui. Donc on est un régulateur du numérique qui fait à la fois de l'accompagnement des entreprises pour expliquer comment appliquer ce cadre juridique-là. Et puis, on fait du contrôle-sanction, puisque, évidemment, pour être crédible, il faut qu'on puisse sanctionner les entreprises et les organisations qui ne sont pas en conformité avec le cadre juridique. Et le gros changement de l'année dernière, c'est que le RGPD a considérablement relevé le montant des sanctions, parce que c'est monté au maximum à 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé d'une entreprise, et c'est le chiffre le plus élevé qui compte. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez significatif quand vous pensez à des grands acteurs de l'Internet. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, la sanction maximum que la CNIL pouvait donner, c'était 150 000 euros. Donc pour une très grosse entreprise de l'Internet, 150 000 euros, c'était moins cher que les frais d'avocat dans la procédure, pour le faire très vite. Aujourd'hui, de la donnée personnelle, nous, on en voit dans énormément de domaines dans lesquels vous avez de l'innovation. Alors je vais juste en citer quelques-uns, je ne vais pas rentrer dans tous, mais c'est juste pour que vous ayez ça à l'esprit et que vous voyez que finalement la CNIL agit bien dans l'ensemble de ces données-là, de ces domaines-là. Le véhicule connecté, demain le véhicule autonome, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Tout ce qui est dématérialisation des procédures pour les administrations, tous les objets connectés. Donc on parle de, je sais pas, 50 milliards d'objets connectés ou plus en 2020. Toutes les technos que vous avez qui sont mises en place par les grands acteurs de l'Internet et qui sont d'une manière ou d'une autre dans votre poche à travers votre smartphone. Les innovations autour de la blockchain, de l'intelligence artificielle, les innovations dans le domaine de la santé et dans la sphère de la sécurité publique. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur les utilisations de la vidéo intelligente et de la reconnaissance faciale. Alors, c'est un petit panel non représentatif et non complet, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, et il y a beaucoup de choses dans lesquelles la CNIL est sollicitée. Alors, ça, c'est un petit focus sur l'interne, pour que vous compreniez que le cadre juridique, au-delà de transformer les acteurs, il nous transforme nous aussi en interne. Avec le RGPD, il y a eu une prise de conscience de la part de l'ensemble des acteurs
citoyens du fait qu'ils avaient des droits et entreprises du fait qu'ils avaient des obligations. Ça, c'est le nombre de plaintes qu'on reçoit chaque année à la CNIL, et c'est quelque chose qui était en augmentation croissante. Il y a eu un boom le jour où on s'est mis à faire de la plainte en ligne. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on recevait que de la plainte papier. Puis il y a quelques années, c'est des années qui n'apparaissent pas sur le graphique ici, on a commencé à recevoir de la plainte en ligne, et ça a facilité l'exercice des droits par les personnes. Et puis on a eu un nouveau petit boom l'année dernière avec l'entrée en application du RGPD, parce qu'on est passé en gros de 8000 plaintes à 11 000 plaintes de la part de citoyens. Alors les plaintes à la CNIL, c'est quand vous avez essayé d'exercer vos droits auprès d'un responsable de traitement, vous n'y êtes pas parvenu ou vous n'êtes pas satisfait de la réponse, et dans un deuxième temps, vous agissez auprès de la CNIL qui va vous aider à exercer vos droits. Donc elle va interagir en tant que médiateur auprès du responsable de traitement, et le cas échéant, si ça ne fonctionne pas, la possibilité de sanctionner l'entreprise. Les organismes se sont aussi largement saisis de ce texte-là. On avait, sous l'empire de la loi informatique et liberté, un acteur du droit informatique et liberté qui s'appelait le correspondant informatique et liberté. Avec le RGPD, il a été remplacé par ce qu'on appelle les DPO aujourd'hui. C'est les délégués à la protection des données, qui sont obligatoires pour les organismes publics et qui sont obligatoires pour certains autres organismes en fonction de la sensibilité des traitements que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on a plus de 50 000 organismes qui ont désigné un délégué à la protection des données. Donc le compte n'y est pas encore tout à fait, mais ça montre quand même que les organisations se sont appropriées ce texte, et elles le font petit à petit. Troisièmement, le RGPD, il organise finalement une européanisation de la protection des données, une européanisation de la régulation. Et ça, c'est extrêmement important, parce que finalement, l'objectif, c'est de définir un cadre juridique qui soit favorable à l'innovation, tout en étant respectueux des libertés individuelles. Du point de vue des régulateurs, maintenant ce qu'on a, et ce que vous avez en tant que citoyen, c'est une loi pour un continent, avec ce règlement européen, c'est un règlement, donc il est applicable partout, immédiatement. Et il a organisé la gouvernance des décisions entre les autorités de protection des données. Donc quelque part, c'est de l'innovation juridique. Il n'y a aucun autre texte qui prévoit ce mécanisme de gouvernance. Ce qui est important, c'est que pendant très longtemps, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, si, pendant très longtemps, quand on avait une directive européenne, une directive s'est retranscrite en droit national, si bien qu'on avait 28 États membres avec 28 lois différentes. Et donc quand un régulateur était amené à se prononcer par rapport à un traitement qui était transnational, chacun était compétent sur son territoire, et il n'était pas impossible, en tout cas en théorie, même si ça ne se passait pas souvent, qu'une autorité nationale prenne une décision en disant « ça ne va pas du tout », et qu'une autre autorité dise au contraire « ça va bien ». Donc le RGPD interdit ça, le RGPD organise la décision collective, et quand on prend une décision vis-à-vis d'un acteur, il y a une autorité chef de file qui est désignée, cette autorité chef de file, elle fait un projet de décision qu'elle circule à toutes les autres autorités, et en fait on prend une décision commune. Si bien que cette décision, elle a finalement beaucoup plus de poids parce qu'elle est prise à 28. Et ça, c'est organisé par le texte, et c'est soutenu par des outils qu'on a mis en place, puisque depuis mai 2018, on a un système d'information commun de l'ensemble des autorités de protection des données pour organiser cette coopération européenne. Nous aussi, au niveau de la CNIL, je vous l'ai dit sur les plaintes, on a un nombre de saisines qui a totalement explosé, et il a fallu qu'on s'organise, il a fallu qu'on s'adapte, parce qu'on n'a pas de création d'emplois, ou pas beaucoup de création d'emplois. On est 215 à la fin de l'année 2019, on était 200 à la fin de l'année 2018. C'est une augmentation qui ne matche pas tout à fait l'augmentation des flux chez nous. Donc ça veut dire qu'il a fallu être intelligent, il a fallu innover sur la manière de proposer les téléservices pour être plus efficace et être capable de gérer cette augmentation de flux. Maintenant, si on regarde un petit peu les activités qu'on a mis en place en interne depuis quelques temps, on a créé un laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Alors, si vous allez sur Internet, il y a évidemment le site www.cnil.fr, il y a aussi le petit site qui s'appelle link.cnil.fr, et link, c'est CNIL à l'envers, et ça veut dire laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Ces missions sont au nombre de 3. Premièrement,
explorer le futur de la société numérique. Ça veut dire en gros détecter les signaux faibles et comprendre par anticipation quels vont être les sujets de régulation pour nous dans les années qui viennent, pour qu'on ne soit pas surpris au moment où ça arrive sur le marché. Donc, on commence à explorer un sujet, on fait des petites publications sur le site Link, on a des supports de publication, je vous en dirai 2 mots après, et l'idée c'est qu'ensuite, quand ça devient quelque chose qui est vraiment un sujet pour les entreprises et qu'on doit se positionner en tant que régulateur, on y a déjà pensé, et donc on est plus agile. Certaines des publications, donc je l'ai dit, elles se matérialisent sur le site link.cnil.fr, elles se matérialisent aussi sur des cahiers, c'est des rapports qu'on produit à peu près tous les mois. Je vous montrerai sur le slide suivant un des exemples, mais qui permettent de creuser dans le fond certains sujets nouveaux. Donc on en a fait sur le design, on a fait sur les smart cities, on a fait sur l'économie du partage, on l'a fait sur les industries culturelles qui partagent de la donnée personnelle, on en avait fait il y a plus longtemps sur les objets connectés, notamment avec un focus sur la santé, parce que quelque part, ces objets de santé bien-être sont générateurs de données personnelles et sont générateurs de données personnelles sensibles. Voilà. Deuxième objectif de ce laboratoire, c'est de piloter des projets d'expérimentation. Donc en interne, si vous voulez, nous on teste des objets un petit peu nouveaux pour qu'on sache comment se positionner et quand on est questionné par la presse, pas simplement répéter ce qui a été dit ici ou là, mais avoir été capable de le tester nous-mêmes pour vérifier si les choses qui sont dites dans la presse sont vraies ou si elles sont exagérées. Donc on cherche à comprendre ces technologies, on cherche à outiller en interne, parce que quand on est amené à réguler des objets comme les téléphones, par exemple, il faut qu'on comprenne dans le détail comment ça fonctionne, et il faut quelque part qu'on soit capable de les démonter. Donc on a fait des projets de recherche où on analyse dans le détail le fonctionnement de ces objets. Enfin, on a une autre activité dans le laboratoire qui est de créer du lien avec l'écosystème de création, d'innovation. Et par rapport à ça, on est présent notamment dans des tiers-lieux, en particulier à Station F. Donc on a mis en place une stratégie start-up pour s'adresser spécifiquement à ces acteurs, créer des contenus vis-à-vis de ces acteurs et être présent à travers des ateliers qui expliquent les concepts de base de la loi informatique et liberté aux startups. Ça, c'est un exemple de création qu'on a fait l'année dernière, publié au début de cette année. C'est un des exemples de cahier innovation et prospective qui traite des questions de design. Et l'idée ici, ça a été d'analyser comment, quand vous faites une application, par exemple, on utilise les biais cognitifs pour influencer, voire manipuler le consentement d'un utilisateur. Alors c'est intéressant au niveau analytique, et puis derrière c'est intéressant pour le régulateur, parce que derrière c'est la question de la validité du consentement qui va se poser, et donc nous il faut qu'on crée des recommandations pour avoir un bon consentement, et qu'on comprenne si le consentement est toujours valide, et s'il ne l'est pas, éventuellement sanctionner sur cette base-là. Dernier point, ce point-là, on crée aussi des outils qui sont des... là, en l'occurrence, c'est un petit logiciel qu'on a fait l'année dernière qui s'appelle PIA pour faire les analyses d'impact sur la protection des données. Ces analyses d'impact, c'est une obligation du règlement que vous devez faire dans certains cas. Alors évidemment, comme on est un régulateur, on a fait des guides, on a des guides assez épais, et on s'est dit, le guide, c'est pas toujours le format qui est le plus adapté pour les entreprises. Et donc ce qu'on fait pour les aider, c'est qu'on a fait un logiciel. Ce logiciel, il est gratuit, il est open source, il était initialement uniquement dans 2 langues. On l'a mis à disposition de la communauté, les gens l'ont trouvé bien à l'international. Aujourd'hui, il est en 18 langues, nous on n'en a écrit que 2, il a été téléchargé 150 000 fois, et il a été primé un certain nombre de fois également. Donc on crée, on innove à travers ce type d'instrument et en créant des outils pratico-pratiques pour les entreprises. Et dernier point, dans le rapport annuel qu'on a publié au mois d'avril, on a cité un certain nombre de sujets d'études qui sont des sujets dans lesquels on voit beaucoup d'innovation et qui soulèvent des enjeux pour nous. Je vais être très rapide, tout ça est détaillé dans le rapport annuel. Le cloud computing, de plus en plus d'entreprises vont dans le cloud parce que ça leur permet d'être plus agiles, mais en même temps ça crée une augmentation du risque systémique parce que les données se retrouvent dans les mains d'un nombre très limité d'acteurs pour lesquels l'assurance de sécurité n'est pas totalement maîtrisée.
Et deuxièmement, les assistants connectés. Donc c'est ces petits objets, on a beaucoup parlé des enceintes connectées, mais pas que. Vous avez aussi ça dans votre téléphone, dans vos écouteurs aujourd'hui, dans votre voiture. Il y a une pub qui tourne aussi beaucoup aujourd'hui à la télé avec une voiture avec un assistant connecté. Tout ça aussi soulève des questions, parce que les données remontent dans le réseau, vos données vocales remontent dans le réseau, elles sont traitées, elles enregistrent les profils, et il y a un traitement massif de données à caractère personnel. Donc ça, c'est des sujets qu'on étudie actuellement, sur lesquels on aura plus de choses à dire dans quelques mois. Voilà, je vous remercie de votre attention.